Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation de l'étude Négocier tout un art, une étude conduite par la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse et réalisée avec le cabinet Axial. Ce webinaire est organisé en partenariat donc avec la FIL, Fédération interrégionale du livre et de la lecture, ainsi qu'avec l'ensemble des structures régionales pour le livre qui sont membres de notre fédération. Donc, je suis pour ma part Delphine Henry, je suis déléguée générale de la FIL et je partage l'écran avec Lucie Lemoine, qui est autrice et administratrice de la charte et qui va donc prendre la parole dans un très court instant, le temps pour moi de vous donner quelques indications un petit peu de technique sur l'organisation de ce webinaire qui va donc durer 1 heure jusqu'à 14 heures environ. Suite à la présentation de l'étude qui va durer à peu près 30 minutes, nous allons pouvoir passer un temps autour des questions que vous allez pouvoir poser tout au long de ce webinaire à l'aide de l'outil questions-réponses qui est accessible en bas de votre écran sur la barre d'outils. Notez bien que vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir directement pendant le webinaire. Donc voilà pour les très brèves indications techniques sur le bon déroulé pour garantir le bon déroulé de ce webinaire. Et je vais donc laisser Lucie Lemoine introduire la présentation de cette étude. Merci. Bonjour à toutes. Je pense qu'il y a une majorité de femmes à toutes et à tous. Donc moi, je suis Lucie Lemoine, je suis autrice jeunesse, scénariste BD. Je ne suis plus administratrice à la charte. Mon mandat s'est terminé en juin dernier, mais en fait, c'est durant mon mandat qu'on a mené l'étude. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était pertinent que je continue à la faire vivre, donc c'était pertinent que j'intervienne. Donc en fait, en tant qu'autrice jeunesse, donc j'ai été élue à la charte sur un mandat de 3 ans. Et juste avant que j'arrive, il y avait eu l'organisation des États généraux de l'égalité en littérature jeunesse. Et en fait, suite aux États généraux de l'égalité femmes-hommes et au retour de pas mal d'autrices chartistes, on avait une série d'intuitions sur le fait qu'on soit moins à même de mener à bien des moments de négociation. Et avec Hélène Vignal, qui était également administratrice à l'époque, on a décidé d'aller plus loin que les intuitions, de savoir un peu plus ce qu'il en était du point de vue du rapport des femmes avec les moments de négociation qui sont clés dans une carrière d'autrice. Et du coup, on a travaillé avec Axial à la réalisation d'une étude qui nous permette de davantage comprendre les freins qui peuvent exister au sein des carrières d'autrices et d'illustratrices dans les moments de négociation. Merci Lucie pour cette introduction. Je vais donc inviter Mathilde Rimaud à s'afficher à l'écran à son tour. Bonjour. Bonjour Mathilde. Donc Mathilde Rimaud est consultante associée au sein du cabinet Axial, professeure associée à l'Université de Poitiers et membre du laboratoire Forelis. Donc je vais vous laisser, Mathilde et Lucie, eh bien, présenter cette étude à devoir pendant une petite trentaine de minutes. La parole est à vous. Merci, merci beaucoup, Delphine. Euh, Est-ce que Lucie, je te laisse rebondir pour représenter le cadre ou est-ce que tu veux tout de suite que j'enchaîne? Oh non, je te laisse Parfait. sur ta partie, moi, tout me convient. Bon, merci beaucoup d'avoir rappelé effectivement le cadre dans lequel cette commande a été passée par la charte auprès du cabinet conseil dont je suis associée, donc Axial, qui est un cabinet conseil spécialisé dans le domaine du livre. Voilà, on vient tous des métiers du livre et on connaît bien les enjeux des différents maillons de la chaîne. Lorsque la charte nous a contactés pour réaliser cette étude, on s'est tout de suite dit que c'était effectivement un sujet absolument essentiel et que l'idée de cette étude, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment s'instaurent et se pérennisent surtout des inégalités qui avaient été mises à jour, enfin qui sont connues de longue date, mais qui avaient été remises à jour lors des états généraux dont tu parlais, Lucie, et comment, plus particulièrement dans ce moment de la négociation, peuvent se jouer justement des enjeux beaucoup plus forts encore, et dans ces moments-là en particulier, les inégalités s'affirment, et comment les femmes en tant que telles font face à ce moment de négociation.
Alors, quand on parle de négociation, on l'a entendu dans un sens très général, c'est-à-dire à la fois ce qui concerne la rémunération, tout ce qui se joue autour des contrats en particulier, des modalités de rémunération bien sûr, mais pas que, aussi ce qui concerne l'accès aux informations concernant l'exploitation de vos œuvres, c'est-à-dire la reddition de comptes, comment se passent les fins d'exploitation des œuvres, le coût réel de fabrication, etc. Et puis également en termes de conditions de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous demande en termes de délai de remise de manuscrits, par exemple, ou en termes de correction. Donc, c'est vraiment dans cette acception très large qu'on l'a prise. Et l'idée, c'était d'essayer de mieux comprendre les phénomènes en jeu dans ces moments-là particuliers de négociation et d'analyser notamment les facteurs bloquants. Alors, cette étude-là, elle s'est déroulée entre novembre 2023 et juin 2024. Donc, c'est une étude qualitative qui s'est reposée sur des entretiens qu'on a menés auprès d'un certain nombre d'artistes-autrices, des entretiens semi-directifs, enregistrés, anonymisés bien évidemment, qui ont duré en général entre 1h30 et 2 heures. Donc, on a pu aller assez loin dans les échanges avec les artistes-autrices rencontrées. Et à partir de ce matériel-là, on a travaillé sur plusieurs dimensions que je vous repréciserai juste après. Simplement, en plus des artistes-autrices, on a également interrogé 2 autres personnes. Jessie Magana, qui est également autrice, mais qui est également très engagée sur les questions d'égalité et de féminisme. Et puis Isabelle Dubois, qui est responsable de la relation adhérent au sein de la charte et qui connaît par cœur les enjeux pour avoir en permanence des autrices et des auteurs au téléphone. Avant de vous expliquer plus précisément la méthodologie, juste rappeler que nous étions dans un cadre d'études relativement contraint qui a fait que nous nous sommes concentrés sur des entretiens uniquement auprès de femmes. Il aurait été intéressant de pouvoir interviewer en contrepartie aussi des hommes et puis des éditeurs RIS pour avoir leur regard sur ces questions-là, mais ça n'était pas possible, donc ça sera certainement, ça pourrait être intéressant en tous les cas de faire un complément à ce matériel récolté. D'autre part, c'est une étude également qui n'a pas de dimension intersectionnelle pour les mêmes raisons et qui donc ne s'intéresse qu'à la question du genre et de son impact dans la question de la négociation. Alors, pour recruter les auteurs-autrices, on a lancé un appel à candidature via la charte en réalité, et puis au-delà également, on demandait aux autrices intéressées de remplir un petit questionnaire qui permettait en fait d'avoir un certain nombre d'informations succinctes sur leur ancienneté dans le métier, sur le volume de revenus issus de la création, le nombre de titres publiés, voilà, qui permettait, enfin, en gros, qui permettait simplement de situer un peu les personnes. Et puis, on a eu la chance d'avoir quand même un très bon retour puisque vous avez été 193 à répondre. On a vérifié ces réponses et il y avait finalement 184 réponses répondant aux critères initiaux qui étaient très, très succincts puisqu'il s'agissait d'avoir au moins publié une fois à compte d'éditeur et de se reconnaître comme femme. On a regardé toutes ces réponses et on a en fait essayé de distinguer un certain nombre de traits caractéristiques pour choisir ensuite parmi les répondantes notre échantillon dont on souhaitait qu'il soit le plus représentatif possible de l'ensemble des répondantes. Voilà. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons sélectionné 19 artistes-autrices que nous avons ensuite contactés pour leur proposer de participer. Je précise aussi que personne, lorsque nous avons lancé ce questionnaire, n'était au courant du sujet du questionnaire, de manière à ne pas non plus biaiser, dans le sens d'avoir que des gens très mobilisés sur la question, voilà, d'essayer d'être neutre par rapport à la question. Alors, à partir de ces entretiens, qui donc ont été vraiment très denses, et j'en profite pour remercier à nous les autrices artistes qui nous ont fait confiance et qui nous ont donné ce temps-là et qui se sont souvent beaucoup dévoilés lors des entretiens. Ça nous a permis en fait de nous rendre compte que finalement, dans les retours que nous avions, les questions d'âge, d'ancienneté, de métier aussi, voilà, parce qu'il y avait parmi les autrices répondantes à la fois des coloristes, des scénaristes, des autrices, des illustratrices, et bien finalement que ces différents facteurs que vous avez à l'écran là comment dire, n'intervenaient
pas franchement, il n'y avait pas de ligne de fracture très nette par rapport à leur manière de vivre la négociation. Et c'est plutôt une question ça nous a amené en fait à formuler plutôt l'idée qu'il pouvait y avoir des différences de posture, c'est-à-dire la façon très personnelle et intime dont chacune pouvait avoir conscience en fait du rôle actif qu'elle peut jouer dans un cadre de négociation. Et donc cette question-là, dont on s'est rendu compte aussi à travers les entretiens qu'elle était évolutive dans le temps, eh bien ça nous a amené en fait à typologiser, à proposer une lecture par typologie de certains comportements de négociation. Et on a nommé 4 profils différents qu'on va vous présenter avec Lucie et qui permettent en fait de rendre compte d'approches différentes. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas du tout d'un arrêt sur image réducteur, ni d'un idéal à viser, parce que d'abord, c'est très personnel. D'autre part, l'échantillon que nous avons était relativement restreint, donc ce serait intéressant de revérifier cette proposition de typologie sur un échantillon plus large. Mais au-delà de ça, parce que l'objectif, en fait, était moins d'enfermer, que d'inviter chacune peut-être à s'interroger sur sa propre situation, sa propre façon de faire, et peut-être, par effet miroir aussi, de s'en émanciper. Voilà. Donc, je vais peut-être décrire l'un après l'autre tes profils, et puis Lucie, tu interviendras pour donner encore des précisions comment dire, du terrain par rapport à ce que je vais décrire là tout de suite. Alors, le premier profil que nous avons décrit, on l'a nommé les artistes autrices redevables. Donc, ce sont des personnes qui considèrent d'une certaine façon avoir déjà de la chance de pouvoir réaliser leur activité artistique et de recevoir de l'argent pour cela. Ce sont aussi des personnes qui vont avoir tendance à nouer des relations amicales avec leurs éditorices, avec beaucoup de fidélité souvent dans ce rapport-là. Parmi elles, il y en a beaucoup qui avaient ces liens-là avec des éditrices plutôt issues de petites ou moyennes maisons d'édition, avec qui elles travaillent depuis très longtemps et avec qui elles n'osent pas toujours négocier parce qu'une relation amicale a pu se mettre en place et qu'elles ont beaucoup intégré en fait les contraintes propres à la personne qu'elles ont en face. D'autre part, souvent, elles estiment ne pas savoir faire ou ne pas avoir la personnalité qui leur permet en fait de dépasser, enfin d'oser, et quelque part, elles se sentent un peu bloquées dans cette situation-là. Certaines d'entre elles étaient d'ailleurs dans une très grande précarité financière, on y reviendra, et parfois un peu tardivement, on pu se rendre compte que si elles avaient essayé de négocier un peu plus, peut-être qu'elles auraient eu une carrière un peu plus confortable, ou en tout cas qu'elles auraient pu vivre beaucoup mieux. Mais ce qui était aussi assez symptomatique chez ce groupe-là, c'est que pour beaucoup, elles n'avaient pas conscience de leur posture. C'était comme s'il n'y avait pas eu d'éléments vraiment déclencheurs d'une prise de conscience, ce qui ne les empêchait pas de mal vivre leur situation, mais sans avoir eu le déclic pour essayer de changer vraiment les choses. Alors, dans notre échantillon de 19 autrices, elles étaient 4 à rentrer dans ce profil, essentiellement des illustratrices et plutôt des femmes plus âgées. Aucune n'exerçait une autre activité professionnelle, donc c'est vraiment des illustratrices et autrices à 100% sur leur activité. Donc Lucie, peut-être que ça te fait écho. Oui, je me disais pour vous mettre dans le bain, je ne sais pas qui a lu l'étude et qui ne l'a pas lu, mais je vais juste lire quelques verbatim issus de cette partie sur les typologies. En fait, dans l'étude, il y a pour chaque catégorie de la typologie, donc les redevables, il y a un verbatim assez long concernant une autrice. Et en fait, c'est une partie vraiment très forte à lire parce qu'on ressent dans la traduction de cet entretien tous les enjeux intimes, comme tu disais, qu'il peut y avoir. Donc là, Véronique, c'est anonymisé, autrice illustratrice jeunesse, entre 60 et 65 ans, exerce depuis plus de 20 ans. Elle a publié 80 titres à compte d'éditeur, habite en région dans une métropole. Je ne vais pas du tout vous lire, je vous invite à aller lire. Mais des petites phrases qui, selon moi, racontent tellement de choses et qui, à la charte, c'est très précieux pour nous d'avoir ces retours pour savoir comment on peut appréhender nos métiers. Alors, parlant de ces éditrices, elle va dire: «Je leur mets plein d'excuses. C'est vrai qu'elles ont vachement de boulot, elles sont débordées. Elles ont de plus en plus de trucs et cetera. Mais bon, on peut envoyer des mails, attendre des réponses pendant des mois, c'est vraiment assez chiant.
Mon éditrice principale, je l'aime beaucoup, c'est une amie, c'est vraiment devenu une amie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé ensemble, c'était son premier boulot d'assistante d'édition et moi, c'était mes premiers albums. On a vraiment fait tous nos premiers albums ensemble et c'est vraiment le hasard de la vie qui a fait qu'on s'est retrouvés dans la même ville toutes les deux. On avait 2 filles du même âge. Donc pendant une année, on s'est vus en tant qu'amies avec nos enfants dans le square. Elle n'avait pas encore repris le boulot et ensuite, tout naturellement, quand elle est rentrée chez X, elle m'a proposé de bosser avec elle. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je la trouve très fiable. À un autre moment dans son verbatim, elle explique certaines fois, je me dis que je devrais envoyer un projet à beaucoup plus d'éditeurs, mais je n'ose pas forcément. Ça aussi, ça m'interpelle. Et le dernier petit point issu des verbatim, pendant la visio, l'artiste-autrice s'est assise par terre pour laisser la place à son chat et elle a dit: «Regardez, je suis avec mon chat, quoi, et je me suis assise par terre parce qu'il est sur mon fauteuil». Vous imaginez avec les éditeurs? Moi qui m'assieds par terre pour ne pas déranger mon chat, je trouve que c'est une excellente image pour illustrer ma relation à l'éditeur. Voilà, je m'assieds par terre. Et en fait, ce verbatim que je vous invite à lire en entier, il est, c'est un peu l'essence de ce qu'on observe, nous, à la charte. Moi, j'ai fait partie, en tant qu'autrice jeunesse, du processus du dispositif Émergence, qui est un concours de nouvelles, mais aussi dans le cadre de nos masterclass. La première chose à faire, en fait, quand on reçoit les personnes, quand on reçoit les chartistes, c'est de se trouver une posture professionnelle. Parce qu'en fait, le fait de baser sa carrière sur des liens émotionnels, sur de l'amitié, ça nous extrait un petit peu des cadres contractuels. Et donc, une des premières choses, c'est reposer un cadre, émergence, masterclass. Pareil pour Voyage à Bologne, côté illustration, c'est de se dire qu'on est dans une relation professionnelle et que l'éditeur, l'éditrice, c'est pas un dieu, c'est pas une déesse, c'est pas non plus un supérieur hiérarchique. En fait, c'est un partenaire ou une partenaire. Et ça, c'est vraiment un point d'entrée capital et le premier switch qu'il faut qu'on arrive à avoir collectivement en tant qu'auteur-autrice, voilà, dans le cas de l'étude en tant qu'autrice, pour réussir à se penser comme exerçant un métier. C'est un des points qui est revenu effectivement très fortement, dont on reparlera, mais qui s'explique en partie par la double casquette des éditrices, mais aussi des artistes-autrices en tant que à la fois créatrices, mais aussi entrepreneuses de leur propre activité. On va y revenir. Alors, je présente rapidement le deuxième profil qu'on a nommé les précaires qui s'arment. Ce sont des artistes-autrices qui ont souvent du mal à vivre de leur métier, d'ailleurs parfois avec des situations familiales ou personnelles assez complexes à gérer et assumer financièrement, là aussi assez poignantes qui ont pu nous être confiées. En tous les cas, elles vivent mal leur rapport de dépendance aux éditeurs parce que ça les amène parfois à accepter des conditions qu'elles estiment anormales. Elles ont conscience de l'inégalité des forces et très souvent ont exprimé aussi cette impression d'être un tout petit bout du maillon de la chaîne, voire un petit bout de plancton qui se fait manger par des poissons. Enfin voilà, des images assez fortes pour dire cette sensation-là. Mais elles ont toutes exprimé la nécessité et l'envie de travailler là-dessus. Donc, elles se donnent des outils, elles se forment. Parfois, elles travaillent même sur elles-mêmes d'un point de vue psychologique. Elles se mettent en collectif. Elles essayent d'apprendre à se défendre. Donc, ces 5 artistes-autrices de notre échantillon qui correspondaient à ce profil, elles étaient très, très variées en termes de métier, un peu plus jeunes en âge que le premier groupe, et puis surtout plus récentes dans la profession. Est-ce que ça dit quelque chose justement d'une génération voilà, qui s'empare des choses un peu différemment? En tous les cas, c'était assez flagrant et toutes, enfin 4 sur 5 vivaient uniquement de leur activité d'artiste-autrice. Donc peut-être sur cette question de du fait qu'une génération n'ait pas forcément la même envie enfin, d'en rester là. Je ne sais pas si ça correspond à des choses que vous voyez à la charte. Oui, moi je suis, il y a un effet miroir très fort dans l'étude et j'en discuterai après. C'est vraiment quelque chose qu'on a observé quand on a communiqué sur Instagram, cette typologie. Moi, je suis précaire qui s'arme, donc je me reconnais à 3000 dans ces profils et je vais pas forcément lire de verbatim pour celui-ci, mais ce qui ressort, c'est l'idée que c'est laborieux, quoi. C'est des personnes qui ont eu la prise de conscience il fallait demander à négocier, il fallait essayer de savoir ce qu'on voulait changer dans le contrat, notamment quand c'est les négociations de contrat, pour le faire modifier, mais c'est aussi des personnes et
ça se retrouve beaucoup dans les jeunes autrices, je ne dis pas en âge, mais je dis en entrée dans la profession. La première marche à franchir, elle est énorme parce qu'il faut se former sur les contrats, il faut se former à comment on parle à notre éditrice, il faut se former au statut social, fiscal de l'artiste-auteur. Et au début, on a l'impression d'avoir des clopinettes, quoi. Et donc, c'est les précaires qui s'arment. Je trouve que le titre qui est d'Axial, hein, est extrêmement parlant parce qu'on en est toujours à galérer financièrement et on est plein de bonne volonté pour obtenir plus de droits, mais ça va se traduire sur insister, dans le verbatim, il est fait mention, insister sur le fait de se faire rembourser des tickets de RER quand on a fait une intervention. Et en fait, ça paraît tout bête, mais une partie de notre énergie, et je pense que celles et ceux qui écoutent là vont se reconnaître là-dedans, une partie de notre énergie, elle est mise dans des petites demandes qui sont des demandes de principe. À partir du moment où on nous respecte comme des professionnels, on doit avoir nos frais de transport remboursés, on doit pouvoir discuter des différentes clauses d'un contrat, etc. Mais dans un premier temps, c'est beaucoup d'énergie pour un petit résultat, quoi. Comme quand on arrive à choper 0,5 points de pourcentage en plus sur un palier où on est super fier alors qu'elle nous a demandé une journée de préparation, on a transpiré des aisselles et c'était horrible. Mais du coup, les précaires qui s'arment, c'est vraiment, ça fait écho à énormément d'autrices que j'ai pu croiser dans le dispositif Émergence notamment, qui est vraiment là pour professionnaliser les auteurs. On est plein de bonne volonté, on a conscience, on a envie de pratiquer un métier, on a envie de sortir de la précarité qu'on nous impose en fait en tant qu'artiste-autrice. Mais pour le faire, il faut vraiment énormément investir d'énergie et se former à plein de choses et pour des résultats pas toujours incroyables. Alors, le troisième profil, on l'a appelé les détachés, parce que ce sont des femmes qui ont compris que le système ne faisait pas de cadeaux, qui finalement n'attendent pas grand-chose de la relation avec leur éditorice. Elles essayent de faire valoir leurs droits, mais en fait, ce qu'elles ont en commun, c'est que les enjeux professionnels et financiers côté création sont moins centraux que pour les autres, parce qu'en fait, elles ont d'autres revenus par ailleurs. Soit elles ont un autre métier principal, ce qui était le cas de 5 sur 7 des artistes-autrices de ce groupe-là, que ce soit en lien avec une activité de création ou pas, hein, parfois ça n'avait rien à voir, et où elles ont un foyer avec un niveau de vie stable et des revenus suffisants grâce à leur conjoint ou leur conjointe. Alors, ça n'empêche pas qu'elles puissent avoir des enjeux de reconnaissance quand même, ou des envies de relations un peu plus poussées avec leur éditorice, mais elles investissent moins émotionnellement notamment, et la relation et les attentes par rapport à leurs droits et à la défense de leurs droits dans le cadre d'une négociation. Donc, comme je vous le disais, elles étaient 7 dans l'échantillon à répondre à ce profil d'âge assez divers. Pareil, en termes de profession et d'ancienneté, c'était assez divers. Mais voilà, ce qu'elles avaient vraiment en commun, c'était cette part, le fait que les revenus issus de la création étaient une part finalement relativement congrue de leurs revenus globaux, notamment parce que le foyer le permettait. Et à ce sujet, je vais rebondir sur donc le verbatim, c'est Marjorie, qui est illustratrice entre 30 et 39 ans et qui bosse en parallèle dans l'animation. Et là, certains éléments de son verbatim sont vraiment très parlants, je trouve. Notamment l'image qu'elle utilise pour parler d'elle en tant qu'illustratrice. Elle dit: en jeunesse, j'ai l'impression d'être l'OS, l'ouvrier spécialisé. On tire mon nom dans la liste et on me donne ça à faire. Et voilà, je suis une exécutante. Là, on voit un peu toute la frustration qu'elle peut avoir dans son métier, mais le fait qu'elle se considère comme OS, ouvrier spécialisé, elle se met dans un cadre de travail. Donc c'est à la fois dur de lire une créatrice, et dans le reste de son verbatim, elle explique qu'elle a envie de s'exprimer davantage, d'aller vers la BD et tout, mais elle voit tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les situations de négociation, mais en même temps, elle se pense comme OS, et du coup, elle se place dans une relation de travail, ce que je trouve très intéressant. Et autre chose que je voulais vous lire. Alors, maintenant, avec l'illustration, je préfère me dire, bah tant pis, c'est pour manger, c'est pas le truc le plus fou que je ferais. De toute façon, je travaille sur des petits livres, je ne fais pas un très bel album qui sera mis en valeur. Pendant un moment, je me disais, mince, on va voir mon mauvais travail dans les bibliothèques, mais maintenant je m'en fiche. C'est pas grave, parce que je sais ce qu'est mon vrai travail, je sais où est ma valeur. Maintenant, je préfère mettre plus d'énergie sur un projet à moi, comme la bande dessinée.
je serais plus prête à me mettre en 4 là-dessus. Le reste, c'est vraiment que pour manger. Et je le trouve très, très fort, à la fois, moi, en tant que personne, ça m'évoque une tristesse parce que euh, le monde de la création perd énormément de talent en nous traitant de la sorte parce que du coup, il y a une frustration qui se crée et une aigreur. Et en même temps, très intéressant de voir comment le fait d'avoir un travail à côté fait que il y a un désengagement émotionnel dans certains aspects. Dans certains aspects du métier et ça fait écho à la catégorie des redevables. Les redevables, c'est la construction de la valeur de la personne est vraiment liée à sa création, à son lien avec son éditeur ou son éditrice. Là, on voit les détacher. Ça se construit complètement sur autre chose. Et ce qui permet d'être à la fois plus libre dans le rapport à l'éditeur et l'éditrice, libre de dire non, mais qui, en même temps, crée un rapport à la création qui un peu, un peu plus dur et qui peut, moi, ce que j'en lis en tant que personne, c'est qu'il peut priver de talent à force d'être maltraité. Oui, il y a une forme de déception souvent dans ces profils-là. Et après, ce que tu évoques est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, le fait d'avoir une activité à côté donne aussi du recul sur la façon dont se passent les relations au sein de relations liées à leur espace de création. Donc ça amène aussi parfois un savoir-faire, un recul et une autre approche en fait dans le dialogue avec les interlocuteurs, quels qu'ils soient, de la sphère du livre. Pour terminer, dernier profil, celle qu'on a nommée les professionnels de la négo. Alors, elles sont très peu nombreuses, hein. En fait, elles sont 3 sur l'ensemble des entretiens qu'on a menés. Mais elles se caractérisent par le fait qu'elles ont une posture strictement professionnelle. Elles sont, alors là, pour le coup, vraiment à distance émotionnelle de leurs éditorices. Et elles sont très armées. Elles ont suivi des formations, accumulé de l'expérience, mais parfois ça peut venir jeune dans la profession quand même. Elles ont en tout cas participé à des collectifs, lu des choses, enfin voilà, elles se sont vraiment donné des moyens et à tel point que la négociation devient un jeu, un droit, en tout cas un espace absolument indiscutable. Et c'est des profils qui, quand elles appellent leur éditorice pour discuter du contrat, eh bien, très souvent, on va leur passer directement le service juridique. Voilà, parce que ce qu'elles soulèvent, c'est trop précis, ça demande un niveau de connaissance et voilà, des contrats qui parfois dépassent le cadre de ce que leur interlocutrice habituelle est capable de faire. Donc voilà, donc ça n'empêche que ça reste très fatigant, hein. Elles continuent de devoir se battre, de devoir répéter 15 000 fois la même chose. Donc il y a un aspect très fatigant et qui les oblige aussi à être vigilantes, à rester vigilantes. Mais elles ont trouvé cet endroit où elles ont réussi à dépasser ce que les autres ont pu, ce qu'on a pu décrire sur les autres. Elles l'ont vécu aussi en fait, hein. Elles sont pas nées professionnelles de la négociation, simplement elles ont eu des déclics et elles se sont donné certains moyens pour réussir ne pas, enfin voilà, être conscientes de ce qui se passe, être très professionnelles dans leur démarche en fait. Voilà. Donc elles sont 3, avec pas grand-chose en commun, ni en termes de métier, ni en termes socio-économiques. Simplement, elles ont pris conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Et je sais que Mathilde a dit en introduction tout à l'heure que c'était pas des idéaux à atteindre, pardon, autrice qui fait des fautes, je sais pas, c'est pas grave. Et parce qu'au final, c'était en lien avec des situations intimes, c'était en lien avec plein de facteurs différents, mais quand même, les pros de la négo, moi, en tant que précaire qui s'arme, elles me font rêver. J'ai 2 extraits du verbatim de Karine, scénariste et illustratrice BD entre 40 et 49 ans. Parce que, en fait, pour moi, c'est une big boss. J'aspire à Karine. Donc, elle dit, je vois que des collègues n'osent pas relancer, ou alors, parce qu'ils ont déjà relancé, ils se sentent mal. Moi, j'ai pas cette culpabilité-là. J'estime que c'est un travail que j'ai fait et c'est pas à moi de me sentir mal. Donc voilà, je suis assez stricte. Et maintenant, les gens me connaissent, donc ils me payent, il n'y a pas de souci. Je ne lâche pas jusqu'à l'épuisement. Voilà, c'est ça mon secret. J'épuise les gens. Et je trouve ça génial en tant qu'autrice qui connaît des situations de négociation et de discussion très très souvent, d'en arriver à se dire qu'en fait parce qu'il faut être solide sur ses appuis pour avoir cette posture. Il faut être solide sur le fait que ce qu'on a réalisé est un travail. Et pour arriver là, il y a beaucoup pour moi d'étapes à franchir. Mais je vois vraiment
cette catégorie prône la négo en tant qu'autrice jeunesse, et quand je discute avec, quand on discute entre chartistes, et quand on est engagé entre chartistes, quand on fait les formations, pour moi, c'est un horizon. Parce qu'à partir du moment où on est dans des situations de travail aussi respectueuses, on est bien lancé. Et une autre chose qu'elle dit, et qui est aussi quelque chose qu'on partage énormément dans les formations, dans les masterclass de la charte, elle dit: à partir du moment où on travaille pour son compte, c'est une négociation. On est sa propre secrétaire, on est son propre comptable, on est son propre juriste. Donc il faut tout vérifier vraiment. On est des artistes, mais malheureusement, nous ne sommes pas que ça. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un comptable, une secrétaire, donc je suis obligée de faire ça toute seule. Ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement porté par la charte, notamment dans les masterclass, c'est qu'en fait, on peut pas juste se considérer comme des personnes qui écrivent. On est des personnes qui devront gérer un statut, gérer une comptabilité, gérer tout un tas d'aspects. Et j'aime bien comment elle le dit, et pour moi, c'est un prérequis pour pouvoir progresser dans notre métier. De se dire qu'en fait, on doit cocher différentes cases et différents blocs de compétences. Et on peut le voir, j'aime bien quand elle dit malheureusement, nous ne sommes pas que ça. Mais là, je parle de moi, si je le ramène à moi, un point de vue individuel en tant qu'autrice jeunesse, scénariste BD, j'essaye de le voir comme un truc un peu fun, comme le fait de débloquer des compétences, quoi. Si j'étais dans un jeu vidéo, j'aurais mon nouveau badge. Et je trouve que c'est elle, Karine, elle a vraiment ce côté. Elle dit maintenant, elle adore les situations de négociation. Ça lui amène une espèce d'excitation. Et moi, je pense que c'est quand j'ai l'impression que je débloque. Et je pense je dis ça parce que je pense qu'on est plein d'autrices à avoir ces petits moments où on débloque une compétence. J'ai bien capté mon statut, ou alors j'ai plus peur de l'URSSAF, ou je comprends la répartition de la retraite entre l'IRSEC et la SOFIA. Quand on débloque ces petits blocs, on se sent hyper empouvoiré. Et c'est vraiment des transitions professionnelles, des passages au niveau supérieur en tant qu'autrice qui sont vraiment très plaisants à vivre. Donc on n'est pas censé se projeter complètement dans les rôles, mais quand même les pros de la négo. Mais c'est vrai qu'elle est. Je vous invite à lire ce verbatim en particulier qui est assez enthousiasmant, effectivement, et qui peut donner, mais pour n'importe qui d'ailleurs, hein, homme, femme, et puis même en dehors de la création, hein, je dirais même, pour nous, c'est intéressant. Alors, on a resitué en introduction l'objectif de cette étude dans un objectif aussi d'observation de la manière dont le genre pouvait interférer dans la question de la négociation. Alors en fait, c'est une question qu'on a évidemment observée, néanmoins, dans la mesure où les artistes autrices qu'on a interrogés nous ont dit avoir pour l'essentiel des interlocutrices et non interlocuteurs. Dans les retours qu'elles nous ont faits, c'est assez peu joué la question de l'impact d'avoir par exemple un homme en face de soi et dans quelle mesure ça pouvait jouer dans la capacité de négociation. Ça, un peu à la marge, ça a été abordé, mais c'est pas du tout central. Donc on le reprécise dans les résultats de l'étude, mais je voulais le dire de façon préalable, et puis dire aussi que les enjeux dont elles nous ont parlé, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, se sont essentiellement focalisés sur leur relation avec leur éditrice, donc, puisque c'était très essentiellement des femmes éditrices. Elles ont assez globalement estimé que les relations avec les autres personnes avec qui elles peuvent être en négociation, c'est-à-dire par exemple tous les diffuseurs au sens chartiste, ou je ne sais, enfin pas chartiste, mais en tout cas au sens URSSAF du terme, donc tous ceux qui vous reçoivent en fait dans des actions d'animation par exemple, bon, peuvent rester compliqués parfois, il peut y avoir des choses qui sont un peu borderline par moment, mais que globalement quand même la mise en œuvre des tarifs référentiels que la charte a lancés, qui ont été repris ensuite par le CNL, etc., ont permis d'assainir très fortement cette dimension-là de leur espace de négociation. Donc en fait, ce qu'elles nous ont décrit concernait quand même majoritairement la relation avec les éditrices. Alors, la question du genre, comme je le disais, n'intervenait pas forcément, en tout cas dans les relations de négociation. En revanche, ce qui a été très marquant et important, c'était de réaliser à quel point une majorité des femmes ont intériorisé un certain nombre d'attitudes dépréciatives, ce qu'on a appelé le travail de sape intérieur, c'est-à-dire le fait de se sentir illégitime, de se sentir incapable de même pas imaginer qu'on pouvait avoir l'espace pour se battre, de se dire qu'on pouvait mériter. Enfin voilà, il y avait vraiment cette notion de dévalorisation personnelle qui était assez flagrante et
qui rejoint des constats qui sont posés de façon générale sur la façon dont les femmes s'emparent sont majoritairement plus dans une attitude dépréciative que les hommes. Et donc ça, on le retrouvait parmi tous les profils observés, si ce n'est du côté des professionnels de la négociation qui, justement, elles, ont réussi à dépasser cet endroit-là, et c'est ce qui leur permet en réalité d'être des professionnels de la négociation. Et parfois, ça va même jusqu'à l'autocensure, c'est-à-dire que certaines femmes ont pu témoigner du fait qu'elles préfèrent même pas discuter, même pas parler, signer sans regarder, sans lire, à cause de ce sentiment-là. Donc ça, c'était un point que je voulais quand même, sur lequel je voulais assister, parce que il est dépassable, en fait. Voilà. Et il est assez commun aussi. Et il mérite d'être dépassé, en réalité. Voilà. Ce qui est important aussi dans les attitudes typiquement féminines, c'est le fait qu'elles vont prendre en compte la réalité de la personne en face. Ce que tu as décrit un moment, Lucie, tout à l'heure dans l'un des profils que tu lisais, c'est-à-dire et parfois d'ailleurs c'est prendre en compte une réalité qui est totalement supposée, hein, voilà. Mais elles travaillent trop, elles se donnent à fond, elles gagnent moins que moi, voilà. Donc elles vont en fait prendre la part de l'autre, hein, au lieu de défendre la leur. Voilà. Et ça, c'est une autre attitude aussi assez récurrente sur laquelle je voulais insister. Autre point un peu général également, nous avons reconstaté malheureusement dans le cadre de cette étude la réalité glaçante qu'on retrouve dans toutes les études, hein, sur les niveaux de rémunération des artistes-auteurs en général, et même si notre étude n'a pas de valeur statistique, on retrouvait la même précarité absolue avec vraiment un certain nombre d'artistes-autrices interrogées en dessous du seuil de pauvreté ou qui le seraient si elles n'avaient pas des revenus au niveau du foyer qui leur permettaient d'être dans une meilleure situation. Forcément, quand on vit cette réalité économique-là, c'est beaucoup plus difficile d'oser s'affirmer, d'oser refuser un contrat ou de ne pas acquiescer à des arguments du type on trouvera quelqu'un d'autre que toi, ou c'est déjà bien, ou c'est ce qui se passe pour cette collection. C'est très difficile dans ces conditions, comme le disait une des autrices interrogées, de ne pas faire sa princesse. Voilà, ce qui veut quand même tout dire, hein. Faire sa princesse, ça veut juste dire essayer d'avoir des conditions un peu plus décentes. Peut-être que je peux rebondir sur cet aspect-là et sur le rôle, parce que je vous invite vraiment à lire l'étude, mais je l'ai déjà dit, mais je crois vraiment, elle est très facile à lire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas un gros rapport de 300 pages dans lequel ce serait difficile d'extraire des infos. Là, on y trouve vraiment des choses. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de lire des rapports, c'est vraiment très appropriable. Et sur cet enjeu de la vulnérabilité économique, de la situation économique des autrices interrogées, ça fait aussi du bien à lire parce qu'on est beaucoup à partager à l'heure actuelle ou par le passé des situations aussi précaires, mais on a toujours une pudeur, même quand on rencontre des collègues auteurs, collègues autrices, une pudeur à exprimer la situation, à dire exactement combien on a gagné en telle année, par exemple, ce qui du coup fait peur parce qu'on voit tout de suite le seuil de pauvreté, etc. Et là, le fait qu'il y ait les verbatims, le fait que ce soit anonymisé, il y a quelqu'un qui parle à notre place et qui explique ce qu'il en est réellement. Et moi, ça m'a fait du bien. Et quand j'en discutais avec d'autres autrices qui ont lu l'étude, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui parle à notre place quelque part et qui dit ce qu'on ne peut pas vraiment dire par pudeur, parce qu'on va dire, il va y avoir les chiffres, tel pourcentage d'auteurs sous le seuil de pauvreté, il va y avoir le fait de dire, ah, je rencontre des difficultés économiques. Mais en fait, là, de voir écrit combien elles gagnent et comment elles galèrent et comment ça impacte leur confiance en elles et leur capacité professionnelle, d'un coup, je sais pas, ça donne envie de lutter parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul et que c'est pas acceptable. Alors pour donner encore quelques idées de ce qu'on a pu noter et décrire en fait dans ce rapport, que Lucie vous invite avec passion à lire, c'est sûr. Non, mais je ne peux pas du tout développer évidemment tout ici, mais juste appuyer sur certains éléments en particulier. Notamment, on a un petit peu dit tout à l'heure également, la difficulté, enfin, la négociation est rendue d'autant plus difficile que vos interlocutrices sont vos interlocutrices de création et vos interlocutrices de négociation, et que c'est la même personne la plupart du temps que vous avez en face.
Ça, c'est très compliqué parce que quand on a interrogé les autrices sur comment ça se passait, leur relation avec leur éditrice de façon générale, super, elle est très sympa, on s'entend bien, c'est hyper intéressant. 5 minutes après, on leur posait des questions sur la façon dont les négociations se passaient avec les mêmes personnes. Et là, tout d'un coup, c'était plus du tout le même discours. Comme s'il y avait vraiment cette espèce de dichotomie entre la personne avec qui je parle de mon œuvre et la personne avec qui, derrière, je dois essayer de négocier un contrat. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui amène à cette double casquette et qui, pour être efficace, on l'a déjà un petit peu dit, passe par le fait d'arriver soi-même à scinder dans quelle posture je suis là. Est-ce que je suis en train de négocier? Est-ce que je suis chef d'entreprise? Ou est-ce que je suis en train de parler création et là, je suis artiste? Et d'être capable de faire ce double mouvement-là, c'est pas facile. Mais déjà, de le nommer et d'arriver à l'identifier, c'est important. Autre chose qui est apparue dans l'étude et que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas plus simple pour les éditrices. C'est qu'elles aussi, elles sont dans cette double relation où on leur demande de parler à la fois création avec vous et en même temps, elles doivent gérer quand même cette partie négociation que souvent elles connaissent mal. Vous avez l'impression qu'elles sont souvent pas assez formées pour ça, que ça reste très flou. Peut-être moins pour vous avoir que parce qu'en fait, elles ne savent pas vraiment de quoi elles parlent. Donc, il y a quelque chose là qui se joue, qui est quelque part presque pas au bon endroit, en fait. C'est pour ça aussi que c'est important que vous soyez capable de bien comprendre ce dont parle votre contrat pour pouvoir poser les questions qui, éventuellement, amènent effectivement à avoir en face un interlocuteur qui n'est plus votre éditrice, mais quelqu'un qui est capable de répondre vraiment à ces questions-là en réalité. Donc ça, c'était aussi un élément qui était assez étonnant parce qu'on sentait que pour beaucoup, elles voyaient bien leurs interlocutrices être elles-mêmes en difficulté, voire elles décrivaient des situations aussi de turnover, de burn-out, vraiment de femmes en face qui elles-mêmes sont dans des énormes difficultés et font face à la dépression. Ça n'aide pas à clarifier les rôles et à savoir, enfin, à rester vous, maître de votre endroit de négociation, parce que forcément, vous allez être poreuse à ce qui se passe en face et à la difficulté en face. Donc ça, c'était vraiment un élément qui me semblait important de redire là. Et puis donc toujours dans cette idée-là, on l'a un petit peu nommé parce que les profils étaient quand même assez parlants là-dessus, c'est ce mélange des genres aussi dans la relation avec votre éditrice, le fait que très vite on peut glisser, notamment en jeunesse, où le milieu est quelque part plus facile, bienveillant peut-être, enfin en tout cas il y a quelque chose qui se fait de manière assez naturelle et qui glisse vers l'amitié. Ça, c'est vraiment une ligne nette de fracture entre les professionnels de la négociation et les autres, c'est-à-dire cette capacité à dire, écoute, non, en fait, là, tu me dis qu'on est copines, qu'on va pas se quitter fâchée, t'es pas ma copine, en fait, on peut boire des cafés, mais là, on parle négociation, on parle contrat, et je suis pas ton amie, en fait. Voilà, donc cet endroit-là, je le trouve aussi assez intéressant à aller réinterroger. C'est pas forcément agréable, parce que ça peut être très chouette d'être copine avec son éditrice, mais le fait que les choses soient structurées et que de telle façon qu'en fait vous n'avez qu'un seul interlocuteur pour l'ensemble de ce que vous avez à faire avec, amène à cette obligation-là d'une certaine façon. Je vais arrêter là les constats un peu généraux, même s'il y en a beaucoup d'autres que vous retrouverez dans l'étude, mais simplement pour vous dire aussi qu'on a essayé ensuite, à partir de ces constats-là, de remontrer quelle pouvait être la trajectoire en fait d'empouvoirment, c'est-à-dire comment ces étapes de prise de conscience et puis ensuite, au-delà de la prise de conscience, de capacité d'action pouvaient se mettre en place. Et notamment, on a recueilli de la part des artistes-autrices beaucoup d'idées, de bonnes pratiques, de choses qu'elles ont elles-mêmes expérimentées et qui les ont aidées dans leur parcours de négociation et qu'on vous a redonné dans cette étude, mais qui m'amène aussi à dire qu'il y a des outils. Et d'ailleurs, beaucoup ont témoigné de ça, du fait qu'il y avait beaucoup de ressources en réalité disponibles déjà. Lucie, je vais peut-être te laisser reparler de cette notion de ressources qui sont disponibles. Oui, et c'est en préparation du webinaire, moi j'ai contacté aussi Angélique Brévaux, qui est la chargée de communication de la charte, parce que c'est elle du coup qui a réceptionné qui a réceptionné les retours des chartistes sur l'étude. Et c'est très impressionnant de ce qu'elle me disait et de ce que j'avais observé aussi sur les réseaux sociaux, à quel point la typologie qu'on vous a présentée a permis aux chartistes, aux autrices et illustratrices de se positionner. Et en fait, c'est un préalable à la suite. Le fait, dans les commentaires, il y avait team précaire, ancienne grosse redevable. Il y a plein de petits. On a été chercher les verbatims aussi. Et il y a plein
plein d'expressions qui montrent comment les autrices se sont appropriées l'étude pour savoir se positionner. Et du coup, le savoir se positionner, ça leur permet de savoir ce dont elles ont besoin. Et donc, nous, c'est intéressant pour ça, parce qu'à la charte, ce qu'on a envie de faire, c'est d'accompagner les auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices, pour être davantage professionnels, pour qu'on ait des meilleures conditions matérielles d'existence, plus qu'on fasse une lutte collective pour qu'on ait un meilleur statut. Et en fait, là, ça nous permet, c'est un préalable pour des personnes qui potentiellement ne savent pas forcément ce dont elles ont besoin, de se dire, ah, si je fais un petit exercice d'introspection, je vois que j'appartiens à cette catégorie, donc je vais avoir besoin d'abord de prendre conscience que c'est un métier, ou je vais avoir besoin d'analyser ce qu'est mon contrat, ou ce qu'est une reddition de compte. Et donc, ça leur permet d'exprimer des besoins vis-à-vis de la charte. Et ça, pour nous, c'est très utile pour rester pertinent dans l'écosystème et rester au service des autrices. Et sur les ressources, on a, ça vous sera envoyé suite au webinaire. On a une page sur notre site internet qui répertorie nos brochures que je vous invite vraiment à aller explorer. Et surtout, alors moi je vais tendance à pousser cette solution. On a des masterclass, notamment la masterclass juridique, et on a des masterclass sur le statut social fiscal des auteurs. Et en fait, c'est la clé, particulièrement quand c'est en présentiel à la charte, parce qu'à la fois, on se forme sur les enjeux et en même temps, on se rencontre. Parce que c'est un des points clés de faire métier, c'est de rencontrer ses collègues. Et ça, la charte propose à la fois des ressources pour se former, et aussi c'est un point de rencontre. Et en fait, c'est ce qu'on observe dans les retours qu'on a eu sur les réseaux sociaux ou par mail, c'est qu'en fait, de se sentir appartenir à une catégorie dans la typologie, ça fait se sentir appartenir à un métier. En fait, si je suis une précaire qui s'arme, ou si je suis une pro de la négo, ou si je suis une détachée, en fait, ça veut dire que vous appartenez à l'entité, au métier autrice, illustratrice. Et ça, c'est déjà énorme. Du coup, voilà pour les ressources, le site internet de la charte, et surtout, je vous invite à, il y a aussi des apéros chartistes, ça paraît anecdotique, qui sont organisés un peu dans toute la France, mais c'est faire, faire collectif, quoi. Se dire qu'à partir du moment où on est un métier, nous, c'est notre point de départ, créer est un métier. En fait, on est des collègues et on rencontre des enjeux similaires, et même si on se place différemment, hein, la typologie nous le montre, et en fait, on a intérêt à apprendre les unes des autres. Et l'étude permet d'accélérer, je trouve, notre prise de conscience de où est-ce qu'on se situe dans notre parcours de professionnalisation. Ben ça, c'est une conclusion parfaite, Lucie, pour ce temps de présentation à deux voix. Merci à toutes les deux pour cette présentation très dynamique. Je vais proposer à Céline Benabès, directrice de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, et à Claire Hartmann, qui est consultante associée au cabinet Axial, à vous rejoindre, à nous rejoindre à l'écran pour un petit temps complémentaire autour des quelques questions qui ont pu être posées, et puis aussi pour approfondir. Lucie a déjà donné quelques indications de compléments, mais il y a d'autres choses que vous allez pouvoir partager. Peut-être juste pour commencer, ça a été posé un peu dans l'outil de questions-réponses, bien rappeler où on trouve l'étude dans vos ressources. Où est-ce que vous pouvez comment pouvez-vous nous guider pour la retrouver, pardon. Oui, merci Delphine. Céline Benabès, directrice de la charte. Donc, sur le site de la charte, vous avez un onglet Nos actions et vous avez un onglet brochure. Et sur cette page, vous pouvez télécharger cette étude sans aucune difficulté. Je l'ai remise lors de certaines réponses que j'ai pu faire sur les questions des participants. Et je vois Anne aussi, Anne Poitvin du Grand Est. Si vous êtes illustratrice, autrice du Grand Est, vous avez aussi Centrale Vapeur, qui peut être un atout et un outil, et aussi vous avez des gens tout à fait formés et capés pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, on a relevé une question à laquelle, effectivement, Céline, tu avais apporté une réponse, mais qui peut-être peut être partagée avec l'ensemble des personnes qui suivent ce webinaire, qui consiste dans des différences que peut-être vous avez pu observer dans la conduite de cette étude sur la relation et la relation de négociation entre les plus petites et les grandes maisons d'édition. Est-ce que c'est un constat que vous avez pu faire pendant votre étude? Pierre? Oui, alors je vais répondre à cette question. Il n'y a pas une différence radicale en fait dans ces circonstances-là.
Parfois même, il n'y a pas forcément non plus de différence, et ça, c'était plus surprenant, entre un travail, enfin une négociation pour un travail de création que l'autrice ou l'illustratrice apporte et propose à la maison d'édition et un travail de commande. Mais pour revenir, donc ça c'était presque plus étonnant. Mais les petites, qu'elles soient petites ou grandes, alors c'est pas les mêmes problématiques en fait. Pour les petites maisons d'édition, on va être plus sur des relations qui vont être floues entre la relation personnelle et professionnelle, qui va un petit peu peut-être dériver vers la relation amicale, ce qui complexifie davantage le travail de négociation. On l'a plutôt vu chez les petites maisons d'édition. Euh, et chez les grandes maisons d'édition, la problématique, ça va être plus qu'en face, on va avoir une assistante d'édition, par exemple, qui n'a pas forcément les compétences pour répondre à des questions très techniques sur les contrats, ou en tout cas, elle n'a pas les cartes en main pour ça. Donc, en fait, même si l'autrice a déjà dépassé ce cap d'essayer de négocier certains aspects du contrat, il va y avoir un petit blocage. En plus, il y a l'intériorisation des contraintes de la personne en face. Donc, elles savent aussi que ces jeunes éditrices sont débordées de travail et que la moindre demande, en fait, peut retarder le processus du projet ou en tout cas, voilà, mettre un petit grain de poussière. Et donc, elles vont parfois ne pas oser aussi parce que elles vont se dire que ça va poser problème en face. Mais voilà, donc c'est pas les mêmes problématiques en fait. J'ajouterais simplement qu'on est face de toute façon à un rapport de force, qu'il soit face à une grosse maison ou dans une grosse maison ou dans une petite maison, et que ce qu'on voudrait faire, c'est inverser ce rapport de force. Donc les problématiques, à mon avis, restent les mêmes quand on doit négocier de toute façon, puisque c'est un rapport de force et qu'on est en général pas du très bon côté, voilà, pour négocier. Au moins le rééquilibrer Mm. déjà. Dans les autres questions qui sont arrivées, l'une portait sur les points révélés par votre étude sur lesquels les autrices et les auteurs arrivent à négocier. Alors, sur cette question des points spécifiques, alors on pourrait déjà dire qu'en fait, le contrat est un contrat commercial. Et ça, on l'oublie trop souvent parce qu'on parle d'œuvre et donc on a tendance à oublier cet aspect commercial du contrat qui fait que la relation entre l'autrice ou l'illustratrice et l'éditeur est basée en fait sur ce contrat. C'est le point de départ de cette collaboration. Et donc, on a tendance à vouloir un peu l'éviter du côté des autrices illustratrices. C'est trop difficile, c'est un peu compliqué. Elles savent pas non plus toujours sur quel point, en fait, il faut appuyer les négociations. Et puis, du côté de l'éditeur, ça va être pardon, ça va être perçu comme une formalité administrative, notamment quand voilà, il y a beaucoup de travail, etc. Il faut aller vite. Donc, finalement, tout le monde veut un petit peu éviter de s'attarder sur ce point du contrat, alors qu'en fait, il est encore une fois la base de cette collaboration entre un créateur, enfin une artiste autrice et un éditeur. Ensuite, pardon, ensuite on pourrait aussi dire que puisqu'il s'agit d'un contrat euh, de gré à gré, il peut être négocié sur tous les points finalement, tous les articles, mais ensuite il y a l'usage et les pratiques, et puis tous les points ne requièrent pas nécessairement d'être négociés. Mais dans les faits, en fait, il faut considérer le contrat comme une proposition et pas quelque chose qu'on impose. Il faut vraiment que l'autrice, illustratrice ou l'auteur, enfin au sens large, tout le monde puisse considérer en fait ce contrat comme une proposition. Et c'est vrai que la manière dont c'est fait, et c'est ce qu'on a aussi pu détecter régulièrement au cours de nos entretiens avec les autrices illustratrices, notamment via par exemple la signature électronique, où en fait on a évoqué quand même les conditions euh,
vraiment de rémunération un peu entre deux conversations beaucoup plus artistiques et qu'on se dit qu'on va en reparler peut-être plus tard et puis hop, du jour au lendemain, on reçoit en fait une proposition, enfin elles reçoivent enfin je dis une proposition, mais finalement c'est plus que ça puisque c'est un contrat via DocuSign, enfin voilà, des applications de signature électronique qui ne laissent pas la possibilité de rebondir, de commenter le contrat, etc. Donc voilà, c'est des petites manières. Donc il faut avoir cette discussion bien en amont. Mais c'est vrai que souvent, à l'occasion de nos échanges avec les autrices illustratrices, on a vu que en fait, le travail se fait de manière simultanée. Et on en a parlé aussi avec Lucie dernièrement. En fait, presque le contrat n'est pas signé alors que le travail de création, lui, a déjà démarré. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est encore une fois une manière un petit peu de rendre cette chose-là euh, en fait accessoire alors qu'en réalité elle est centrale et elle est au tout début. Après, je vais pas ici rentrer dans le détail de tous les points, on va dire, qui peuvent être réellement négociés. Je pense que ça fera peut-être l'objet d'une proposition de matériel et de support par la charte, notamment via le baromètre. Je te laisse rebondir, Céline. Oui, merci Claire. Il est vrai que après ces états généraux pour l'égalité, cette étude, il nous faut quand même faire des propositions, proposer des dispositifs, des outils pour accompagner une meilleure négociation, une meilleure prise de conscience aussi de ses propres freins et aussi d'actionner ses propres leviers parce que tout le monde en a. Euh, et avec Claire et aussi Mathilde euh, de l'agence Axial, on réfléchit à une proposition d'accompagnement, un dispositif type formation. On aimerait bien être sur trois axes, c'est-à-dire que comment prendre conscience de sa valeur, comment déjà lever les freins de cette fameuse illégitimité à négocier, à savoir ce qu'on veut demander et comment le demander. Évidemment, aussi actionner les leviers de prise de conscience, qu'on a une capacité à se défendre et on a une capacité aussi à devenir technicienne de cette négociation, d'être dans la maîtrise de cette partie de son métier. Évidemment, apporter tous les outils qui sensibilisent aux pratiques éditoriales existantes, parce que c'est beaucoup de pratiques. Vous avez évidemment le cadre légal, mais vous avez beaucoup de pratiques. Et à nous, au travers du baromètre, d'obtenir toutes ces données, de savoir ce qui se pratique dans le métier et de le partager. Et le troisième axe, c'est aussi d'apporter des outils et une meilleure technicité dans la négociation. Je pense qu'il y a des outils pour ça, c'est-à-dire quel est le dialogue qu'on établit avec l'autre pour pouvoir apporter et négocier selon ses besoins et aussi ses désirs. N'oublions pas nos désirs. Et pour moi, on est dans deux grands domaines, qui est l'empouvoirment, dont a parlé Lucie, qui est aussi du domaine du collectif. Donc, c'est bien d'accompagner l'individu, mais ce qui est important aussi, que cet individu se nomme dans un collectif, et le collectif négocie aussi pour lui-même. Et là, on est sur du domaine de l'art, du domaine des femmes, d'un domaine économique, d'une industrie florissante, mais qui a du mal à laisser de la place et à laisser de l'argent à celles et ceux qui la créent. Donc, c'est aussi prendre du pouvoir là-dessus. Et puis, tout le domaine technique qu'il va nous falloir travailler aussi pour donner des outils de négociation, des outils pratiques de négociation, de posture, de vocabulaire, voilà, de mettre l'autre dans une certaine situation, voilà, de maîtrise des choses. Voilà ce qu'on aimerait proposer dans l'année 2025. Et donc, c'est en réflexion et ce sera sans doute quelque chose d'empirique qui s'améliorera au fil du temps aussi. Merci à toutes les deux. Le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. C'est passé évidemment fort vite et voilà, on arrive à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup à toutes pour ces présentations et vos réponses aux questions qui ont été posées. On n'a pas pu répondre à toutes les questions malheureusement. Néanmoins, un certain nombre de ressources ont été citées. Nous allons, à la suite de ce webinaire, envoyer à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites une sélection de ressources que nous allons voilà, préparer avec la charte. Vous avez à l'écran déjà trois ressources un petit peu mises en avant dans un premier temps. Et donc, voilà, il nous reste à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Et puis peut-être que je peux laisser à Lucie dire un petit mot de conclusion. Je voyais dans les questions-réponses quelqu'un qui écrivait c'est bien, on se sent pas seul. Mais je pense que c'est ça le message. On a l'impression
que en plus c'est assez humiliant de galérer d'un point de vue économique dans la société dans laquelle on évolue. Et en fait, on n'est pas seul, on est plein à évoluer, on est plein à se positionner à différents stades de nos carrières et de nos professionnalisations. Et on a intérêt à juste se mettre ensemble, à discuter, échanger pour progresser individuellement et participer au fait qu'on fasse progresser le statut collectivement. Donc vraiment l'enjeu, on n'est pas seul, on galère toutes, c'est relou, mais c'est pas une fatalité et à partir du moment où on met au jour nos difficultés, on peut construire des dispositifs pour y répondre et progresser. Merci Lucie, merci encore une fois à Merci. toutes. Et puis je précise aussi que le webinaire était enregistré. Vous pourrez voilà, l'ensemble des participantes et d'autres pourront le retrouver sur nos sites respectifs de très rapidement. Voilà, donc je vous souhaite à tous, à toutes une belle journée et merci à nos intervenantes. Merci.